Un appel d'air, ce n'est pas la mise en place de l'AME. L'appel d'air, c'est le fait que les frontières ne sont pas contrôlées. C'est le fait que le système est gratuit ici, sur la base de ceux qui cotisent, c'est-à-dire ceux qui sont en situation régulière. C'est le fait qu'on scolarise massivement les enfants gratuitement. C'est ça l'appel d'air, initié par le fait qu'on ne contrôle pas les frontières. Il semblerait que votre famille possède un terrain à Ouroveni. Celui-ci avait été retenu comme possible lieu d'installation de la prochaine retenue collinaire, mais votre famille semble opposée à cette installation sur votre terrain familial. Pourquoi? Là, vous posez la question à la femme politique ou aux membres de la famille Bamana? Bonjour Madame Anchia Bamana, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission qui s'appelle Politics, qui traite de sujets d'actualité et de politique des femmes et des hommes de Mayotte. Alors, on va y aller, rentrons dans le vif du sujet. Vous aviez été élu en 2014, mars 2014 précisément. Vous avez été élu maire de Sada. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, cette élection? Bonjour madame et merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec la population. Oui, élu maire de Sada en mars 2014 était pour moi une opportunité. C'est une chance d'être à cette place-là, de pouvoir administrer une collectivité, avoir cette grosse responsabilité d'une population, une réelle opportunité et une chance, je dirais, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Au bout de 2 ans de mandat, pourtant, vous avez perdu la majorité au sein de votre conseil municipal. Et vous avez dû composer avec ce que vous aviez et vous n'aviez pas de quorum, justement. Comment ça s'est déroulé, cette période pour vous, et quelles leçons vous en avez tirées? C'était une période très difficile. Je venais d'arriver. Comme je le dis souvent, être élu, être maire notamment, ne s'apprend pas à l'école. Ça a été une expérience difficile, mais quand je fais le bilan aujourd'hui, je pense que cette difficulté m'a permis justement d'apprendre beaucoup de choses, notamment la gestion des ressources humaines. Parce que quand j'ai à gérer le conseil municipal, les élus, j'avais à gérer aussi tout le volet administration, les agents. Donc en fait, c'est vraiment mettre en avant des qualités en matière de gestion de ressources humaines que j'ai dû mobiliser pendant la crise pour m'en sortir et surtout pour faire en sorte à ce qu'on puisse. Et je me suis rendu compte que je me suis pas mal sortie puisque l'objet était de mettre en place une action pédagogique envers les élus, les opposants, la majorité, envers les agents, envers aussi la population, parce que j'ai dû aller puiser aussi de l'énergie au sein de la population pour leur expliquer les difficultés qu'il y avait. Et au bout, l'objectif était tout simplement de dire qu'on était là pour les intérêts de la population et non pour nos intérêts propres. Finalement, ça a été entendu et on a pu sortir de la crise la tête haute pour le bien de la population, pour l'intérêt général, parce que finalement, l'essentiel était là-dedans. On était là pour la population, pour faire avancer les projets de la commune et ça a été très bien compris et on est sorti de la crise. Comment est-ce que du coup vous pouvez expliquer le fait que vous n'ayez pas été réélu? Si je comprends bien, il y a eu un travail pédagogique, d'éducation, de consensus permanent au sein et de votre conseil municipal et auprès de la population. Pourtant, coup de tonnerre, au moment des réélections en 2020, vous n'êtes pas réélu. D'après vous, pourquoi? Pour des raisons purement politiciennes. On a tendance à dire ici, et c'est quelque chose qui pénalise le développement du territoire, Paris ne s'est pas fait en un jour, Mayotte ne se fera pas en un jour non plus. Il est essentiel à ce qu'on puisse donner aux élus qui ont démontré une capacité à gérer une commune, leur donner la possibilité de refaire un mandat. Il n'y a que comme ça qu'on puisse continuer les projets entamés. Malheureusement, l'opinion publique n'est pas encore là, notamment les jeux politiques qui font qu'on a vu à Sada un adversaire politique. Il a fallu rapidement sortir de là au risque
qu'elles deviennent incontournables. Donc, les logiques politiques ont primé sur les intérêts du peuple, les intérêts de la population, malheureusement. Il semblerait que durant votre mandat, vous avez subi une très forte oppression à Sada pour ne pas vous mêler des affaires religieuses ou des affaires concernant l'espace public, etc. Est-ce que c'était lié à votre statut de femme? Oh, personnellement, je n'ai pas souvenir d'avoir eu ces pressions. Elles ont probablement existé, mais je n'ai pas eu de difficulté à imposer l'autorité qu'il fallait, parce qu'à un moment donné, et ça on me l'a reproché, d'avoir pris les responsabilités, mes responsabilités de gestionnaire d'une collectivité. Je n'ai pas forcément eu de difficulté à les surmonter. Je prends un exemple, quand il a fallu aménager les cimetières de Sada, celui de Nyambotiti, celui de Nyambobolé. C'est un dossier qui concernait les religieux, la mort, et j'ai pu déployer mes capacités relationnelles pour discuter avec les notables des deux mosquées, et ma foi, ça s'est très bien passé. Comme je le dis souvent, construire un bâtiment, mettre en place un projet, c'est avant tout des relations humaines, parce qu'il a commencé par des réunions avec les notables pour expliquer le pourquoi du projet, des deux projets qui dataient déjà de plus de 3 mandats. Quand je suis arrivée en 2014, les deux cimetières étaient saturés et nous avons pu réaliser ces deux projets sans difficulté parce que nous avons eu l'accord des notables. Donc oui, ces pressions existaient, mais ça ne m'a pas empêché de faire le travail au service du peuple parce que je l'expliquais tout le temps. Il semblerait qu'à votre départ de la mairie de Sada, vous soyez parti en laissant un déficit très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, puisque, a priori, la personne qui vous a remplacé ensuite a eu à gérer ce déficit et les caisses vides? Alors, c'était un rapport à charge qui a été mis en place, mais moi, j'ai acquis d'une commune en déficit en 2014, mais ça, c'était la Chambre régionale des comptes qui le disait, ce n'était pas moi. Et en 2017, grâce à un travail de gestion, de contrôle, on a pu sortir du déficit. Et ça, c'est la Chambre régionale des comptes qui le dit aussi, ce n'est pas moi. Nous avons mis en place plusieurs projets financés par l'État, le département, l'AFD, la Caisse de sécurité sociale, je pense notamment au fameux projet de crèche, très attendu par la population. Donc nous avons pu signer plusieurs conventions avec ces autorités pour mener à bien tous nos projets qu'on avait mis en place. Je suis partie et l'équipe que je conduisais, nous sommes partis en 2020 avec des comptes complètement validés, le compte administratif, le compte de gestion validé, tout était validé par la préfecture. Maintenant, ce qui a été énoncé par l'équipe qui est arrivée le regarde. Moi, en ce qui me concerne, en 2020, tous les comptes étaient validés par la préfecture, sortis du déficit, d'où les prêts qu'on a eus par la suite par l'AFD et le soutien de l'État, du département de nos projets. Donc, nous sommes partis en 2020 avec des comptes positifs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je ne souhaite pas rentrer dans cette polémique-là. Une femme politique, est-ce un homme comme les autres? Homme avec un grand H. C'est une femme politique. C'est une femme politique comme un homme politique. Il est vrai que, comme on dit à Mayotte, c'est une société matrimoniale. Les femmes, et je parle de mon expérience, gèrent une commune comme si elles géraient son propre foyer. Elles s'occupent de tout, de l'éducation de ses enfants, attentionnées par sa famille. Donc, le maire que j'ai été était très attentionné par sa population. Parlons-en justement de cette société matriarcale qui, pour nous, semble pour le moins factice, dans la mesure où si la femme a sa place dans le foyer familial, elle a a priori très peu sa place en politique. En démontre l'absence d'élus femmes dans une mairie des 17 collectivités de Mayotte. Est-ce que ça dit quelque chose pour vous de cette société? Je pense que c'est à la population de tirer les conséquences de ce constat-là.
Moi, je trouve que les femmes amènent un plus aussi dans la gestion des affaires publiques, au niveau de la politique notamment. Nous sommes complémentaires aux hommes et nous sommes utiles dans la conduite des affaires publiques ici à Mayotte. Il n'y a qu'à regarder notre histoire. C'est notre mère, Feu Zenamdéré, paix à son âme, et toutes les chatouilleuses. J'ai une pensée pour elles qui ont fait que Mayotte est française aujourd'hui. Hein. Feu Younoussa Bamana me le disait souvent. C'est Zenamdéré qui est allé le chercher à Moya en juin quand il enseignait là-bas, après ses études à Madagascar. Donc ce constat est réel jusqu'à maintenant. Les femmes ont leur place en politique ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mère-femme, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Nous allons y travailler pour que les femmes reprennent aussi les rênes au niveau des collectivités. Vous avez, durant votre mandat à la mairie de Sada, mis en place dans votre municipalité un système de tri des déchets, notamment durant les Manzaraka. Vous êtes également à l'origine de l'opération Sada Nettoie et Toi. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très investi sur le terrain environnemental. Quel était pour vous le but de ces opérations? Nous avons aussi été les premiers dans Mayotte à mettre en place la mini-déchetterie expérimentale qui fonctionnait très très bien. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes sur une petite île de 374 km². La cause environnementale est essentielle. Nous n'avons pas d'eau actuellement par manque de pluie et plus on continue à couper les arbres, moins il y aura de l'eau. Raison pour laquelle je dis que l'environnement, la préservation de la biodiversité est une priorité à Mayotte. Faire de Mayotte une île écologique nous permettra d'ailleurs plus tard d'avoir un développement de l'économie touristique. C'est essentiel. Parler environnement à Mayotte a-t-il du sens au vu des urgences sur les besoins primaires de la population, tels que justement manger, boire, avoir un toit au-dessus de la tête? Avez-vous l'impression que la population est sensibilisée sur cette thématique en particulier? La cause environnementale a un lien avec l'eau, par exemple. Donc, plus on continue à couper les arbres, moins on aura de l'eau. Nous y sommes. Mayotte vit actuellement une vraie catastrophe écologique. Il est nécessaire à ce que les autorités se penchent sur la préservation de l'environnement avant que la situation ne se dégrade bien plus que ça. C'est une priorité pour moi. Justement, parlons-en de la crise de l'eau. Il semblerait que votre famille possède un terrain à Ouroveni. Celui-ci avait été retenu comme possible lieu d'installation de la prochaine retenue collinaire, mais votre famille semble opposée à cette installation sur votre terrain familial. Pourquoi? Là, vous posez la question à la femme politique ou aux membres de la famille Bamana? C'est essentiel. Alors, je vous donne une réponse vue de la femme politique. Si la retenue collinaire doit se faire, elle doit se faire. J'informe la population à travers cette émission que ce projet de retenue collinaire d'Ouroveni est un projet de Feu Younoussa Bamana, de son vivant. Il nous a déjà parlé de son projet, en nous indiquant là où il fallait faire le projet. Et la Bible, tu es en train de cultiver tes bananiers là, tu les enlèveras au fur et à mesure. Je vous interdis de vendre ma propriété. C'est ce que disait votre père. C'est ce qu'il avait dit de son vivant. Raison pour laquelle en 2017, nous avons négocié avec le syndicat des eaux un échange de terrain. Tout ça, c'est écrit, signé en 2017 entre les représentants de la famille et le président du syndicat des eaux de l'époque. La famille Bamana demande tout simplement à ce que les autorités respectent les dires de Younoussa Bamana, puisque c'était son projet. Mais la faisabilité du projet, la famille n'a jamais été contre. Aucune des familles d'ailleurs qui se situent au niveau de ce périmètre n'a été contre. Est-ce que l'une des conditions de votre accord serait l'installation, la construction d'un musée en hommage à votre père? Feu Bamana nous avait parlé de ce projet. Je donne une partie de ma parcelle très loin d'ailleurs de la maison. Demain, j'aurais souhaité que vous fassiez ce projet parce que j'imagine là où je serai, les enfants viendront ici
visiter la retenue collinaire et en même temps visiteront le musée Younoussa Bamana puisqu'il a été à l'initiative de ce projet. La famille demande tout simplement aux autorités étatiques, au syndicat des eaux, de respecter les vœux de feu Younoussa Bamana qui a donné toute sa vie à la population de Mayotte, qui a été initiateur de ce projet. Restons toujours sur la question de la crise de l'eau. Les mesures prises pour faire face à cette crise vous paraissent-elles suffisantes et auriez-vous des solutions à proposer? Pour le manque d'eau? Oui. Alors, j'ai eu l'opportunité d'avoir été présidente du comité de l'eau et de la biodiversité de 2018 à 2020. Je connais parfaitement ce dossier. Effectivement, il y a un gros travail qui doit être fait au niveau du syndicat des eaux. Le réseau est très vétuste. Donc, il y a un gros travail de rénovation du réseau, de construction de nouvelles infrastructures parce que la population a considérablement augmenté. Donc, ce travail d'investissement est nécessaire pour mettre en place enfin des infrastructures qui répondent enfin aux besoins en eau de la population. La solution dessalement de l'eau de mer est urgente. Je ne dis pas qu'elle est la seule, elle est urgente pour répondre à l'urgence actuelle parce que la situation est très difficile de vivre sans eau. C'est une priorité du territoire, c'est une priorité politique et toutes les autorités doivent se mettre en ordre de marche pour que la population de Mayotte ait de l'eau. Vous êtes cadre à l'ARS de Mayotte et vous êtes à la fois femme politique. Arrivez-vous au sein de l'ARS à insuffler des orientations pour Mayotte? Et comment est-ce qu'on allie les deux rôles? Aucune difficulté. J'ai été maire de la commune de Sada pendant 6 ans. Quand j'étais en position de maire, je défendais la population de la commune de Sada, les projets de la commune de Sada sans aucune difficulté. Quand je suis à l'ARS en position d'agent, j'étais en position d'agent. Donc, à chaque fois, il fallait poser le cadre de mon positionnement et il n'y a jamais eu de difficultés. On vit justement à Mayotte une crise sans précédent de médecins. 2 dispensaires ont été obligés de fermer. Les urgences ont réduit leurs services au minimum aux urgences vitales. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que les infrastructures et la formation de locaux suffiront à endiguer le problème? C'est un gros dossier. On doit s'y atteler dès maintenant et à long terme. Former un médecin, c'est 10 ans. Donc, il va falloir et construire donc tout le projet de rénovation du site de Mamoudzou, la construction du nouvel hôpital, tout ce volet formation, la requalification des maternités intercommunales qui juridiquement n'existent nulle part ailleurs. Donc c'est un gros dossier le système de santé à Mayotte. C'est une priorité à mon sens. Donc il va falloir que les autorités se mettent en ordre de marche, les élus aussi, pour tout l'aspect contrôle de l'action de l'État, parce que c'est de leur mission. En tant que femme politique, je pense que nous aussi, nous avons beaucoup à y faire sur ce dossier pour qu'enfin les promesses du président Macron soient enfin réalisées. Savez-vous pourquoi l'aide médicale d'État n'est pas appliquée à Mayotte? Parce que ça va probablement coûter cher à l'État. Pour quelle raison? Puisqu'on a laissé les frontières ouvertes depuis une vingtaine d'années que le contrôle de l'immigration irrégulière n'est pas réalisé. Donc, il va falloir faire une évaluation de cette population qui utilise le système actuellement. Je sais que la députée Stèle Youssoufa a fait un rapport parlementaire qui est sorti récemment et qui évalue le nombre de personnes qui utilisent le système de santé et qui conclut à la nécessité de mettre en place cette mesure financière pour qu'on puisse soigner les gens à bon escient. L'État ne souhaite pas le mettre en place parce que c'est une question purement politique. On nous a toujours dit « Ah, ça va faire un appel d'air ». Un appel d'air, ce n'est pas la mise en place de l'AME. L'appel d'air, c'est le fait que les frontières ne sont pas contrôlées. C'est le fait que le système est gratuit ici
sur la base de ceux qui cotisent, c'est-à-dire ceux qui sont en situation régulière. C'est le fait qu'on scolarise massivement les enfants gratuitement, c'est ça l'appel d'air, initié par le fait qu'on ne contrôle pas les frontières. Mais mettre en place l'AME, il y a un frein purement politique. Vous êtes candidate aux prochaines élections sénatoriales en septembre prochain. Pourquoi remettre le couvert dans une bataille politique? Parce que Mayotte en a besoin. J'ai dit tout à l'heure que Mayotte a besoin aussi des femmes politiques engagées. Nous apportons toujours un plus par rapport à nos homologues hommes. J'estime que nous sommes complètement complémentaires. Œuvrer pour la parité est essentiel. J'ai été maire de Sada, j'ai beaucoup appris à travers cette expérience. J'ai l'ambition aujourd'hui, au regard de la situation de Mayotte, de mettre à profit cette expérience au profit du département. C'est essentiel. Encore une fois, personne d'autre ne viendra défendre ce territoire si ce n'est nous-mêmes. Quelles revendications pour Mayotte souhaitez-vous porter en haut lieu? L'égalité républicaine, l'application du droit commun à Mayotte. Nous ne demandons pas plus, nous demandons tout simplement à ce que le droit commun soit appliqué à Mayotte. Nous avons un statut de département-région. À mon sens, l'urgence est de faire en sorte à ce qu'on puisse finaliser ce statut au niveau régional, que le département-région ait les moyens de la région. Maintenant, l'État estime qu'il va falloir passer par une loi, c'est une option, mais en tout cas que toutes nos revendications soient identifiées au niveau de ce projet de loi qui vient bientôt, en réflexion actuellement. Donc, il est essentiel à ce que toutes les exceptions qui pénalisent ce territoire soient levées, qu'on ait une régulation nationale des mineurs isolés, c'est une vraie problématique, que l'aide médicale de toi soit appliquée, que les codes de la santé publique, de la sécurité sociale, de l'action sociale et des familles soient appliqués. En bref, rien que le droit commun, nous demandons tout simplement à ce que nous soyons traités au même pied d'égalité que les autres départements français d'outre-mer, mais aussi de la nation. Le droit commun a participé à ce que la polygamie soit interdite. Le droit commun a participé à ce que la question de l'héritage à Mayotte, là où la terre appartenait aux femmes, maintenant il faut la partager entre tous les enfants. Est-ce que ça, ce ne sont pas des spécificités propres à Mayotte qui s'effacent? Pour moi, ce n'est pas une difficulté dans la mesure où regardez, on paye des impôts plus chers qu'ailleurs. On paye plein pot les impôts, mais on n'a pas droit aux prestations. Est-ce normal? Est-ce normal? Non, nos anciens ont voulu que nous vivions dans cette grande nation. Nous, personnellement, j'œuvre à ce qu'il n'y ait plus de discrimination entre le Réunionnais, entre nous et le Réunionnais, entre nous et le Guyanais, entre nous et le Marseillais. Nous sommes dans la nation, œuvrons pour que nous puissions, comme nous payons l'impôt plein pot, que nous puissions avoir la prestation de RSA et autres par mesure d'égalité républicaine. Il paraît que votre père vous appelait Anishia. Pourquoi? Oui. Étiez-vous une rebelle? Et l'êtes-vous toujours? Dommage qu'il ne soit pas là pour que vous lui posiez la question. Mais bon, j'ai compris qu'à l'âge de 6-7 ans, comme c'était quelqu'un d'une forte personnalité, quand il venait à la maison, beaucoup se cachaient. Et j'ai tenu très petite à lui dire ah, moi aussi j'existe. Baisse la voix, papa, j'aimerais bien aussi dire ce que je pense. Et ça, c'est quelque chose qui l'avait beaucoup épaté, d'où le Anishia. Est-ce difficile de porter l'héritage de votre nom? C'est un privilège qui apporte des avantages, des inconvénients, mais c'est un poids hein, de porter l'histoire. Que je le veuille ou non, je porte l'histoire et tous ces enfants portent l'histoire. Et je pense que c'est une opportunité
que je pourrais peut-être utiliser, que j'ai utilisé quand j'étais maire de Sada pour défendre les intérêts de ce territoire. Est-ce difficile d'exister, justement, de trouver votre place derrière l'ombre, l'immense ombre de votre père? Il n'y a pas de difficulté puisqu'il n'est plus là. Anchia existe-t-elle sans Bamana? Évidemment, elle existe sans Bamana. Anchia a mené son mandat à Sada sans Bamana. Pour l'amour de son peuple, pour l'amour de ce territoire, raison pour laquelle d'ailleurs je suis candidate aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Madame Bamana, avez-vous une chanson préférée? Rimer limbale, ridai hakizatru, rimer limbale, ridai hakizatru. Je pense que ça va très bien avec la situation de Mayotte actuellement, qui demande justement l'engagement de tous ces enfants pour sortir le territoire des difficultés. Quel est votre plat préféré? Le féliki mohogo aux embrevades et aux poissons. J'adore ça. Ah C'est ouais, très, très bon. C'est précis. Hein? C'est vrai? Évidemment avec du riz blanc. Parfait. Ça sera le repas de ce soir. Merci beaucoup, Madame Bamana, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Au revoir.